Je vais vous expliquer pourquoi les climato-sceptiques doivent, selon toute logique, se mobiliser dans la lutte pour sauver le climat. Et c'est même pire que ça, comme nous le découvrirons tout à l'heure, mais voyons tout d'abord quelle est la condition qui doit être vérifiée d'une façon générale pour qu'il faille se bouger en présence d'un danger. On doit d'autant plus se bouger, bien que l'impact, l'intensité des souffrances que la menace nous fait craindre est élevée. On doit d'autant plus se bouger que la probabilité de cette malheureuse éventualité est élevée. Et on doit aussi, d'autant plus se bouger que le coût des mesures à prendre pour se prémunir de ce danger est faible. Et vous voyez donc que la condition est résumée par l'inéquation C inférieur à PI, où C est le coût dont je viens de parler, P la probabilité précédemment évoquée, et I l'intensité, l'impact, donc des souffrances qui nous menacent. Et donc, si l'on applique cette formule au cas qui nous préoccupe ici, eh bien, c'est le coût des mesures à prendre pour prévenir un changement climatique, P, la probabilité de celui-ci, et I, en quelque sorte, bien son coût. Un être humain rationnel doit donc soutenir les mesures à prendre pour prévenir donc un changement climatique si C est inférieur à PI, mais aussi, non seulement ne pas les soutenir, mais même s'y opposer, dans le cas où C serait supérieur à PI. Voyons donc quels sont ici les ordres de grandeur de ces trois nombres, et commençons par celui qui est un peu le premier à s'être imposé à nous, donc I. En quoi consiste concrètement cette menace? Alors, il ne s'agit pas, bien entendu, d'une simple élévation de température moyenne, ce qui serait finalement plutôt sympathique, enfin, si elle n'est pas trop élevée quand même. Il s'agit d'une élévation du niveau des océans, de plusieurs mètres, qui nécessiterait le déplacement de quelques petites bourgades, telles New York et sa conurbation, enfin Tokyo, etc. Bon, quelques milliards d'individus sont concernés, vous imaginez quand même le coût que ça représente. Il s'agit, plus important encore, d'un accroissement conséquent de phénomènes météorologiques extrêmes. Non seulement les canicules, des feux de forêt, mais aussi des inondations, des cyclones, etc. Et là encore, on voit qu'il s'agit d'un coût humain et matériel plutôt conséquent. Il s'agit aussi, si l'on en croit Météo France, j'ai vu d'une pénurie de ressources en eau, en tout cas dans notre région, ce qui évidemment devrait nous préoccuper. Alors certes, comme dans toute transformation à une telle échelle, on doit pouvoir trouver des avantages, et certains ont évoqué une navigation plus facile dans l'océan Arctique, puisque la banquise devrait disparaître. Enfin, vous voyez que ça ne fait pas le poids comparé bien sûr aux inconvénients. Alors, voilà pour un premier aperçu donc du facteur I. Alors je dis premier aperçu car on va voir tout à l'heure qu'il y a bien pire que ça. Et voyons maintenant ce que l'on peut dire du facteur C. Alors, il s'agit, comme vous le savez, de réduire les rejets de gaz à effet de serre. Or, ces émissions sont principalement dues à la production d'énergie à partir de combustibles fossiles. Alors, on pourrait se tourner vers le nucléaire, mais comme vous savez, ce ne serait pas une solution d'avenir, puisque faisant appel à une ressource épuisable, l'uranium, et puis il y a aussi quelques risques sanitaires tout de même. Et tout à fait logiquement, le recours aux énergies renouvelables, le solaire, l'hydraulique, l'éolien, a le vent en poupe, ce qui est peu le cas de le dire, bien. Alors, changer le mode donc de production d'énergie ne devrait pas en soi impliquer un coût considérable. Sauf que, problème, il semble, d'après des gens un peu sérieux, que le recours à ces énergies renouvelables ne serait pas suffisant actuellement pour couvrir ce que l'on consomme comme énergie. Alors certes, on peut espérer la découverte d'une source d'énergie miraculeuse, mais bon, là aussi, d'après les gens un peu sérieux, c'est pas pour aujourd'hui. Supposons en tout cas que ce ne soit pas le cas, ne serait-ce qu'en vertu de la sagesse consistant à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Faisons ainsi une estimation par accès de ce facteur C. Réduire notre consommation d'énergie apparaît a priori comme coûteux, comme limitant, notre liberté individuelle. Peut-il falloir imposer des restrictions à chaque citoyen en termes de consommation d'électricité, de déplacement? Notons toutefois que ce coût bien réel pourrait se justifier, car nous parlons ici d'une réduction de liberté de faire des choses pas vraiment indispensables, à comparer avec des vies perdues, des maladies et handicaps douloureux liés aux épisodes météorologiques violents et autres pénuries. Sauf qu'en réalité, ce coût peut être considérablement réduit, voire annulé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'une grande partie de l'énergie que l'on produit n'est pas liée à des choix de consommation individuels, mais à des activités parfaitement inutiles. Alors, inutiles dans l'absolu,
car en effet, elles sont nécessitées par notre mode d'organisation actuel. Il suffirait donc de s'organiser autrement, ce qui en soi représente un coût complètement ridicule. Vous voyez, c'est un coût déjà temporaire à comparer à un coût sur le long terme. Et de plus très faible. Considérez un groupe d'enfants qui jouent à un jeu et puis qui décident de changer de jeu, ou simplement les règles de leur jeu. C'est quoi le coût là? Alors voyons donc quelles sont ces économies que l'on pourrait faire sans privation. Aujourd'hui, le poste le plus important d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, ce sont les transports. Or, on constate déjà que la plupart des biens sont produits aujourd'hui en des lieux très éloignés de là où ils sont consommés. Car ce sont, comme vous le savez, les données liées au coût de la main-d'œuvre selon les pays qui déterminent les lieux de production. Et vous voyez que l'on pourrait faire donc une économie d'énergie considérable en réduisant les déplacements de biens à ceux qui sont vraiment nécessaires compte tenu de la répartition des ressources naturelles. Vous voyez que ça a un sens d'importer des bananes, enfin en Europe, des tropiques, ou du nickel de Nouvelle-Calédonie, mais que ça n'en a pas vraiment d'importer, comme aujourd'hui, la plupart des produits manufacturés de Chine ou d'Inde. De même, on pourrait faire en sorte que chaque travailleur habite un peu plus près de son lieu de travail, voire même, lorsque c'est possible, travaille à domicile. Ce n'est qu'une question d'organisation. J'ai aussi montré dans une vidéo précédente que on pourrait aussi réduire les transports de biens, donc si chacun commandait par Internet, plutôt que faire des allers-retours au magasin le plus proche. Et si, au lieu de suremballer les produits comme on le fait aujourd'hui, car le but du producteur est de vendre dans des magasins et donc de faire en sorte que son produit séduise plus que ses voisins d'étalage, on se contentait du conditionnement strictement nécessaire pour le transport ou la conservation. Et si, au lieu d'inonder les boîtes aux lettres de prospectus et les murs d'affiches, on se contentait de porter les informations nécessaires concernant les produits sur un site web librement consultable. Et si, au lieu de devoir se farcir des publicités non désirées, sous forme de vidéos, souvent, à chaque fois que l'on consulte un site web à la recherche de quelque information, on n'y trouvait que les informations que l'on cherche, c'est généralement quelques kilooctets seulement, puisque comme vous savez, même l'utilisation d'Internet nécessite un peu d'énergie. On voit donc que sans toucher à notre confort, à notre liberté de consommer, on pourrait déjà réduire considérablement la production d'énergie, en s'attaquant par exemple à la publicité. D'autant plus que l'essentiel de la publicité, pour pas dire la totalité d'ailleurs, n'est pas consacré à la diffusion d'informations réellement utiles et objectives, mais il s'agit essentiellement de techniques manipulatoires pour faire en sorte que tel produit, de telle marque, soit plus vendu que tel autre de telle autre marque. Donc ça sert strictement à rien dans l'absolu. Alors la part de cette économie dans le PIB mondial est loin d'être négligeable. Alors ce n'est que quelques pourcents, vous me direz peut-être, mais il faut voir aussi que indirectement ça augmente la consommation, voyez. Mais je pourrais également ajouter le coût de l'obsolescence programmée ou pas d'ailleurs. Le fait que chacun, pour vendre, a intérêt à rendre ses biens séduisants, mais pas trop longtemps, que ce soit par changement de mode ou usure rapide. C'est bizarre, mais vous avez remarqué, on ne parle pas souvent de ces solutions-là lorsqu'il s'agit de sauver le climat. On vous a sans doute parlé de l'isolation des bâtiments. Autre solution pour consommer moins sans toucher à notre confort, cela dit, encore une. Mais tout ce qui touche à l'organisation, on en parle moins, alors que c'est vraiment à ce niveau-là qu'on pourrait gagner le plus. Par exemple, la mutualisation des biens que vous possédez, vous les utilisez tous en permanence? Combien dorment dans des placards ou autres hangars? Point de privation, si vous pouvez toujours les utiliser, voyez, quand vous voulez. Chaque bien serait ainsi mieux utilisé, il y aurait donc moins besoin d'en produire et d'en transporter. Or, il faut savoir que tout cela constitue un poste de consommation d'énergie de même ampleur que le chauffage ou l'élevage. Autre secteur dont on nous a sans doute pas parlé en cette occasion, la consommation d'énergie considérable liée aux activités militaires. En quoi est-elle utile dans l'absolu? 1800 milliards de dollars, là aussi, 2,5% du PIB en forte augmentation. Vous voyez que tout comme la publicité, c'est une conséquence, un artefact d'un mode d'organisation. Ces dépenses servant, comme vous savez, à protéger chaque nation contre toutes les autres. Alors, question, la Bourgogne doit-elle aujourd'hui se protéger de la Franche-Comté? Non, car ce sont deux régions d'un même pays. Il suffirait donc de ne faire qu'un seul pays. Non seulement il s'en suivrait une économie quand même assez notable d'énergie, de matières premières, mais il s'en serait fini, ou en tout cas il y aurait beaucoup moins de guerres, ce qui est aussi quand même un gain humain intéressant quand même. Et vous voyez que ce n'est là encore qu'un changement d'organisation, un coût ridicule. Et je tiens à rassurer mes amis un peu chauvins ou soucieux de leur identité, je ne touche pas à cela.
Le problème n'est pas la diversité des nations, le problème est juste que l'on a des groupes humains en compétition les uns avec les autres. Les particularismes, l'identité franche-comtoise, bretonne, ont-elles disparu? Alors, quant à ceux qui redoutent un gouvernement mondial, alors notez bien que je n'ai pas parlé de gouvernement. Il se trouve que je promeus, par ailleurs, comme vous savez peut-être, un mode d'organisation politique sans hiérarchie, l'ultracie. Vous pouvez voir, j'ai fait quelques vidéos déjà là-dessus. Le problème d'un gouvernement, d'un système hiérarchique ici, c'est le risque, essentiellement, on va dire, pour simplifier un peu, de tyrannie. Mais ce risque ne dépend pas de la taille du pays. Demandez ce qu'ils en pensent aux Nord-Coréens, aux Albanais, aux Maldiviens d'ailleurs, qui ont connu ça à une époque relativement récente. Autre intérêt de la chose, beaucoup font la remarque, mais à quoi ça sert que la France, ou n'importe quel pays où vous habitez, réduise sa consommation, etc. Vu qu'il ne représente qu'une infime portion de l'humanité. Il faudrait que tous les États fassent cela. Or, ils sont tous dans une concurrence économique les uns avec les autres, qui les incite par ailleurs à polluer, car les solutions les plus économiques ne sont pas, évidemment, les plus écologiques. Alors, qui commence, quoi? Vous le voyez, le blocage, qui n'est sans doute pas étranger aux échecs des COP eh bien, il serait éliminé avec la solution fédéraliste que je viens d'évoquer. Encore faut-il avoir pris un peu de hauteur pour se sortir du bourbier. Le problème auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, vous voyez, est essentiellement psychologique et concerne donc chacun d'entre nous. C'est le conservatisme qui fait craindre le moindre changement organisationnel d'une façon totalement irrationnelle, quoi. Tel point que certains considèrent comme impossible ce qui n'a jamais existé. Tandis que, évidemment, l'évolution humaine démontre évidemment le contraire. Finalement, la Bourgogne et la Franche-Comté appartiennent bien aujourd'hui à un même pays, ce qui n'a pas toujours été le cas. Pourquoi ne pas continuer sur cette lancée? Alors, il s'agirait là d'un changement politique, mais c'est pareil pour l'économique. Et je t'ai d'ailleurs montré dans ma vidéo précédente qu'en réfléchissant simplement à ce que pourrait être une économie un peu rationnelle, humaniste, au lieu de rester enfermé comme ça dans des rails scolastiques, eh bien on tombait bizarrement sur un système bien meilleur que tout ce qui a existé jusqu'à présent. Et je me suis même amusé à le rendre parfaitement écologique. Rien ne nous empêche de mettre tout ça en place, sinon le conservatisme moutonnier. Alors bien sûr, cela nécessiterait un certain travail, je dirais, de réflexion, d'expérimentation. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi dans la précipitation, comme cela a été trop souvent le cas d'ailleurs, dans le passé, souvent au nom d'idéologies un peu naïves. Mais que point de révolution violente n'est nécessaire, si l'on est tous suffisamment intelligents. Bon, c'est peut-être là que je rêve un peu quand même, ça. Et j'insiste, vous voyez, ce travail serait plus facile techniquement que la moindre des prouesses technologiques dont nous sommes aujourd'hui capables. Alors il semble donc à ce stade, voyez, que si le paramètre I est assez élevé, eh bien le paramètre C est quant à lui vraiment très faible par rapport en tout cas. Et voyez donc que même si la probabilité d'un changement climatique était très faible, eh bien ça se justifierait de prendre les mesures pour s'en préserver. D'où mon affirmation de départ. Un climato-sceptique, c'est quelqu'un qui doute de l'imminence d'un dérèglement climatique. Ce n'est donc pas un climato-négationniste, quelqu'un qui serait absolument certain de l'absence d'un tel risque. Donc, un tel dérèglement a pour lui une probabilité peut-être faible, mais non nulle. Donc, même les climato-sceptiques doivent participer à des mesures radicales pour éviter cette perspective. Alors, certains, cela dit, peuvent estimer que changer simplement l'organisation ne sera pas suffisant, et que des mesures de restriction sont effectivement nécessaires. Et c'est probablement le cas si la consommation d'énergie doit être non pas juste divisée par 2 ou 3, mais par 10, voire 100. Là, il va effectivement falloir réduire clairement, vous voyez, notre consommation individuelle. Sauf que, bien même dans ce cas, on peut faire en sorte que ce coût reste très faible. Pourquoi ? Bien, déjà parce que l'essentiel de notre consommation d'énergie aujourd'hui n'est pas le fait de besoins vitaux, mais plutôt d'une quête, vous voyez, du divertissement, du luxe, du plaisir. Or, je pose la question, tout cela est-il absolument nécessaire au bonheur? Parce que si ce n'est pas le cas, peut-on réellement parler d'un coup, vous voyez? Or, comme vous le savez peut-être, de nombreuses études montrent que notre bonheur n'est pas affecté par notre niveau de confort, de consommation matérielle, au-delà d'un certain seuil, mais relativement faible. Est-il besoin d'être un grand philosophe pour réaliser que le bonheur, c'est avant tout de vivre en harmonie avec son environnement et non pas de chercher forcément à épater les voisins ou à dominer les autres?
que le luxe n'est pas nécessaire, que vivre en bonne santé est largement suffisant, voire Épicure déjà, quelques références. Ah, bon, bien sûr, c'est vrai par contre que si on procède à des restrictions autoritaires, cela va de fait entraîner des souffrances bien réelles. Et on voit donc, ce serait bien de passer un peu par l'éducatif, de faire en sorte que les gens deviennent plus sages, et réduisent ainsi, bien sûr, spontanément leur consommation. Et ainsi, le coût, serait là encore pratiquement nul. Alors, il est vrai aussi, on pourrait m'objecter que le coût du dérèglement climatique, s'il est important, n'est pas non plus exorbitant. Sauf que, en réalité, le dérèglement climatique n'est pas la seule menace induite par notre mode de consommation actuel. Comme vous le savez, il y a d'autres problèmes à craindre, comme l'empoisonnement du milieu par des rejets polluants, les pénuries de certaines ressources surexploitées, souvent vitales d'ailleurs. Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus sérieux. Et donc, si nous considérons non pas simplement le dérèglement climatique, mais l'ensemble des problèmes écologiques soulevés par notre mode de consommation et d'organisation, puisque c'est lié, eh bien, le facteur I, là, il devient carrément, là, il est vraiment exorbitant, là, il est astronomique, là. Comme vous savez peut-être, on peut craindre même pour la survie donc de notre espèce. Alors, peut-être que ça vous dérange pas plus que ça, mais n'oubliez pas que ça ne se fera pas sans douleur, là. Donc, vous voyez que là, il n'y a vraiment pas à hésiter, quoi. Les mesures à prendre pour vivre plus en harmonie avec notre environnement s'imposent, même si cette probabilité P était vraiment de l'ordre du millionième, et j'ajouterais d'ailleurs, même si elle était parfaitement nulle. Pourquoi ? Eh bien, parce que les méfaits de notre organisation actuelle ne concernent pas que l'écologie. J'ai évoqué un peu les guerres tout à l'heure, mais vous pouvez ajouter la misère, l'oppression. Autrement dit, ces mesures s'imposent même pour un climato-négationniste. Et donc, pas besoin de s'écharper sur la question de savoir si la probabilité P d'un dérèglement climatique est faible ou élevée. Bon, cela dit, j'indiquerai donc dans une prochaine vidéo ce qu'il faut penser de ce facteur P. L'intérêt n'étant donc pas de savoir s'il faut se bouger ou pas, vous l'avez bien compris, mais ici simplement de développer une méthodologie d'estimation sur un cas plutôt original. Nous verrons par exemple comment distinguer entre un bon et un mauvais conspirationnisme. Donc n'oubliez pas, si ça vous intéresse, de cliquer sur la petite cloche, il paraît que l'abonnement ne suffit pas. Et sur ce, portez-vous bien, tâchez d'être rationnel et bienveillant, car l'enjeu d'une telle résolution est aujourd'hui considérable. D'ailleurs, c'est le moment pour les bonnes résolutions, je crois. Et d'ailleurs, pour que cette bonne résolution ait un effet, vous savez peut-être qu'il faut passer au mode action rapidement. Et pour ce faire, il est peut-être judicieux de commencer par des petites actions, peu coûteuses, disons. Comme par exemple, liker ou partager des vidéos que vous jugeriez utiles.